Bonjour à tous, moi c'est Julien Chaplin. Actuellement je suis ingénieur-chercheur et doctorant en génie industriel. Donc mes domaines d'expertise c'est principalement l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques, la maintenance prévisionnelle et l'informatique industrielle au sens large. Donc moi j'étais automaticien par le passé. Et aujourd'hui en fait je vais vous parler un peu de la maintenance prévisionnelle qui est au cœur en fait de mon sujet de thèse de doctorat que je vais soutenir le mois prochain. Donc il y aura d'abord une partie 1 où je vais faire un peu de lexique, expliquer ce que c'est la maintenance prévisionnelle et ce que c'est l'intelligence artificielle. Et ensuite je vais illustrer mes travaux et l'impact que peut avoir la maintenance en fait, dans la RSE via un cas d'usage que j'ai effectué à SEW Usocom. Donc concernant l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Donc l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique où on cherche à créer des systèmes ou des programmes qui sont capables de répliquer en fait la réflexion humaine, donc de faire des tâches de classification, des prévisions ou même du raisonnement à proprement parler. Donc comment ça marche en fait du point de vue informatique? En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, la première des choses à avoir, c'est des données. Donc on a des données, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des images, des vidéos, du texte, des données de capteurs. Et ces données, en fait, elles vont être données à ce qu'on appelle des algorithmes. Et ces algorithmes, en fonction de leur nature et ce pourquoi ils sont paramétrés, ils vont générer des modèles. Donc, quand vous interagissez avec un système qui se dit d'intelligence artificielle, vous interagissez avec ce qu'on appelle le modèle. Donc vous allez lui donner des paramètres d'entrée. Donc, encore une fois, selon l'application, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce modèle, en fonction de ce que vous allez lui demander ou lui donner comme information, il va générer une sortie. Et donc là, encore une fois, ça peut être du texte, des images, du son, des signaux ou des vidéos. Dans l'intelligence artificielle, il y a deux grandes familles. Il y en a plus, mais celle qu'on retrouve le plus, c'est ce qu'on appelle l'IA prévisionnelle. On a des modèles qui vont être là pour plutôt faire des analyses, pour anticiper des événements et faire des prévisions à partir de données. Et on a ce qu'on appelle l'IA générative, où là, les modèles ils vont chercher à générer du contenu. Donc quelques exemples. Dans l'IA prévisionnelle, par exemple, vos banques, elles ont des algorithmes prévisionnels qui sont là pour classifier des événements. Typiquement, s'il y a une action qu'on peut considérer comme frauduleuse sur vos comptes bancaires, il y a un algorithme qui va regarder, ok, est-ce que ce type de virement vers les îles Caïmans, il correspond à l'usage de mon client? Sinon, il va le classifier comme action frauduleuse. Donc ça, c'est une action d'IA prévisionnelle. Pardon. On a aussi les applications météo. Avec des ballons météo, vous avez certaines informations qui sont récupérées dans le ciel. Et avec ces informations, on est capable d'anticiper en fait, l'évolution des données et de savoir s'il va y avoir un ouragan, est-ce qu'il va pleuvoir demain ou est-ce qu'il va neiger. Et enfin, par exemple, sur Spotify, quand vous écoutez de la musique et que vous lui mettez des likes, Spotify, lui, il est capable de vous proposer des musiques qui pourraient vous plaire. Ça, c'est un algorithme d'IA prévisionnel qui peut le faire. En fait, chacune des musiques dans sa base de données, lui, il a un label. Il a mis une étiquette à une musique, par exemple, je sais pas, musique triste ou techno, si vous aimez ça. Il va regarder, ok, quelle musique correspond à cette classification dans ma base de données, et il va vous les proposer. Donc voilà pour des exemples d'applications pour l'IA prévisionnelle. Et l'IA générative, que vous connaissez sans doute, le plus connu c'est ChatGPT. Donc vous allez lui poser des questions, et en fonction de ces questions, du modèle qui a été entraîné et des données qu'il a à disposition, il va pouvoir vous générer une réponse. Donc là, ça pourrait être textuel, ça pourrait être vous générer un fichier Word, vous créer une image, etc. Vous avez des applications dédiées à l'art, comme Leonardo ou Midjourney par exemple, où vous allez lui écrire ce qu'on appelle un prompt, donc une description de ce que vous voulez, et lui il va prendre ces informations en données d'entrée et il va vous générer une sortie qui sera une image. Et vous avez d'autres applications comme Vocaloid pour générer du son à partir d'une description ou Sora pour générer des vidéos à partir d'une description textuelle. Voilà. Donc maintenant qu'on est au clair sur ce que c'est grosso modo l'intelligence artificielle, je vais vous parler maintenant de la maintenance prévisionnelle. Alors la maintenance prévisionnelle, c'est un sous-domaine de ce qu'on appelle la maintenance, donc la maintenance industrielle. Et il y a deux grandes familles de maintenance. Il y a la maintenance corrective, où là en fait on va agir suite à une panne. Donc il y a deux types de maintenance corrective. Il y a ce qu'on appelle la maintenance palliative ou encore ce qu'on appelle la maintenance corrective d'urgence depuis 2018. Et donc là, c'est quand on a une panne, par exemple un tuyau qui est percé et il y a une fuite, nous on va mettre une rustine dessus pour que l'équipement puisse toujours faire de la production. Mais ça ne veut pas dire que le tuyau est réparé.
pour réparer le tuyau, on va forcément faire, après une action de maintenance palliative, une action de maintenance corrective, où là, on va venir vraiment réparer le tuyau ou le changer. La maintenance curative, maintenant s'appelle maintenance corrective différée depuis 2018. Donc ça, c'est de la maintenance qu'on fait à l'instantané suite à une panne. Et il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive, où là, en fait, on va faire des actions de maintenance pour que la panne, elle ne survienne jamais. Donc là, encore plusieurs types de maintenance préventive. Donc il y a ce qu'on appelle la maintenance systématique. Donc c'est une maintenance qu'on va faire suivant un échéancier. Par exemple, on se rend compte que tous les 50 000 km sur une voiture, la courroie, elle casse. On va mettre une maintenance systématique sur la courroie où on va dire « Ok, moi je vais changer ma courroie tous les 45 000 km, comme ça ma courroie ne cassera jamais ». Et ça peut être problématique parce qu'en fait on change la courroie selon un échéancier, qu'importe l'état de la courroie. Peut-être que ma courroie, cette fois-ci, elle aurait pu durer 90 000 km. Ça veut dire que j'ai amputé 50% du temps de vie de ma courroie parce que j'avais une maintenance systématique sur cet élément. On a un autre type de maintenance qui s'appelle la maintenance conditionnelle, où là, en fait, on va équiper un équipement et surveiller certains indicateurs représentatifs de son état de santé. Et on va fixer, par exemple, des seuils. Si, par exemple, pour un moteur électrique, on se rend compte qu'au-dessus de 100 degrés, ses performances sont dégradées et qu'au-dessus de 150 degrés, le moteur il prend feu, on va surveiller la température et on va mettre des seuils. Par exemple, à 90 degrés, on va envoyer une alarme qui dit « Attention, mon moteur est bientôt en surchauffe ». Et à 120 degrés, « Attention, arrêtez le moteur, il va peut-être prendre feu ». Et au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle, où là, on ne va pas se contenter de suivre des conditions, on va prendre les données en temps réel et on va utiliser des algorithmes ou des modèles mathématiques dits prévisionnels pour anticiper en fait l'évolution des paramètres dans le futur. On va essayer par exemple de projeter le profil de la température sur les 10 prochains jours pour anticiper la date à laquelle en fait on va dépasser par exemple les 90 degrés et être dans la zone de surchauffe du moteur. Et en sachant ça, si par exemple on sait que dans 7 jours je vais être en surchauffe, on va peut-être pouvoir envoyer un message à la maintenance pour leur dire de faire une action, une opération de surveillance, voir si tout va bien sur le moteur, ou au contraire, s'il y a une pièce cassée, pouvoir anticiper en fait le moment où on va tomber sur la défaillance pour ne jamais en fait être dans le cas où le moteur va tomber hors service. Et ça va nous permettre d'optimiser en fait le temps de vie du composant pour faire les actions de maintenance au plus proche de la date de défaillance du composant. Voilà. Donc maintenant qu'on est au clair sur ce que c'est que la maintenance prévisionnelle, il faut savoir que comme tout ce qui existe dans l'industrie quasiment, il y a une norme pour ça. C'est la norme ISO 13374, en fait, qui définit... Ah pardon, je suis trop loin dans mon discours, pardon. Oui, pardon. La définition de la maintenance prévisionnelle, elle est définie par la norme NF-EN 13306. Donc ça, c'est la définition de la norme. Et donc, on parle bien de maintenance prévisionnelle et non pas de maintenance prédictive. Donc la maintenance prédictive... c'est un abus de langage. En fait, en anglais, on dit predictive maintenance, mais en français, on dit maintenance prévisionnelle, parce qu'une prévision, c'est un art mathématique basé sur des données et des faits concrets, et la prédiction, c'est quelque chose d'ésotérique ou c'est de la magie, en fait. Voilà, donc c'est juste une précision de langage. Et du coup, comme je l'ai dit à l'oral, il y a différentes étapes dans la maintenance prévisionnelle, grosso modo. On analyse les modes de dégradation des composants. Une fois qu'on a ça, on surveille les variables représentatives du composant. On fait des prévisions sur l'évolution de ces variables représentatives pour calculer ce qu'on appelle le temps de vie restant du composant. Et une fois qu'on a ça, on peut planifier des actions de maintenance en conséquence. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai été un peu trop vite. Comme tout ce qui existe dans l'industrie, il existe une norme ISO. Donc, pour la maintenance prévisionnelle, il y a la norme ISO 13374 qui définit en fait les 7 étapes de mise en œuvre de la maintenance prévisionnelle. Donc, vous les voyez ici, ça va de l'acquisition des données au module de présentation. En fait, vu qu'on parle de maintenance prévisionnelle, capturer des données, savoir si un équipement en dévie et proposer une date de défaillance, c'est toujours pas de la maintenance prévisionnelle, parce que qui dit maintenance, en fait dit action de maintenance. Quand vous avez la prévision d'une action, enfin d'une défaillance, vous n'avez pas l'action de maintenance qui va derrière. Donc quand on parle de maintenance prévisionnelle, c'est vraiment, on calcule le temps de vie restant, on fait une proposition de pronostic aux équipes de maintenance pour qu'eux prennent une décision dans l'étape d'aide à la décision pour planifier une action de maintenance et vraiment faire une action de maintenance. Voilà. Donc maintenant, je vais vous illustrer la place de l'intelligence artificielle dans ce processus en fait, de maintenance prévisionnelle par rapport à mes travaux de thèse. Donc pour ça, ça nécessite de vous présenter un peu le contexte industriel de ma thèse. Donc moi, j'ai été financé pendant ma thèse par une entreprise qui s'appelle SEW Usocom. Donc SEW Usocom en France, c'est à peu près 2200 collaborateurs et c'est une entreprise en fait qui construit des motos réducteurs électriques.
du début à la fin. Ça veut dire depuis du coulage de l'aluminium à l'assemblage du produit fini et la livraison chez le client. Donc en France, SEW, c'est 3 usines de production et plus de 200 lignes de production sur les 3 sites français. Et on produit environ 5000 motoréducteurs par jour, pour un total de 7 millions de combinaisons possibles. Ça veut dire qu'en fait, à SEW Usocom, le moteur il est fait à la demande du client, et avec les paramètres de personnalisation qu'ils ont, vous pouvez faire 7 millions de combinaisons différentes. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique déjà qu'ils ont un service dédié à faire les lignes de production chez eux. C'est un service qui s'appelle le pôle innovation, le pôle process et innovation. Donc c'est un service dans lequel j'ai travaillé pendant 9 ans, et la mission de ce service était de designer les moyens de production, donc les lignes de production, de les construire et de les intégrer dans les usines des sites français. Donc on a fait une démarche d'innovation pour améliorer nos processus en fait, de création, et on avait une roadmap de l'innovation et on a validé certaines étapes. Donc on a standardisé l'automatisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui chez nous, le code automate il est autogénéré à partir d'une description d'une cellule de production. Ça veut dire que toutes nos variables et tous nos échanges de communication, ils sont autogénérés et standardisés. Ça nous a permis d'avoir des noms de variables communes et réplicables facilement. Et ça nous a permis de déployer ce qu'on appelle du virtual commissioning. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, avant même d'avoir une cellule de production physique, on teste les programmes automates et robots dans un environnement 3D avec le code autogénéré qui, lui, est relié à une interface graphique qui est capable d'interpréter ces variables. Donc nous, on peut valider nos cycles automates et robots avant même d'avoir la cellule physique. Suite à ça, les technologies développées nous ont permis de créer ce qu'on appelle des jumeaux numériques, donc des environnements numériques qui représentent en temps réel et à l'échelle 1 les moyens de production. Ça nous aidait à faire de la télémaintenance, de l'optimisation de processus et plein d'autres choses. Et l'étape suivante aux jumeaux numériques, c'était de faire ce qu'on appelle la maintenance prévisionnelle, mais pas à l'échelle d'un composant, comme je l'ai expliqué plus tôt sur le moteur, mais à l'échelle d'une ligne de production en fait. Et ça pose certaines problématiques. Là, vous avez un exemple de ligne de production à SEW. Donc vous voyez qu'il y a 3 robots industriels, des convoyeurs, des variateurs, il y a des ascenseurs, et des capteurs et des actionneurs. Et en fait, en termes de complexité, en fait, c'est pas possible de faire de la maintenance prévisionnelle classique où on regarde l'état de dégradation d'un composant, parce que là-dessus, on a plus de 300, par exemple, et des références uniques de composants, donc qui ne sont pas les mêmes. Il y en a peut-être une centaine. Donc, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, à SEW, ils font tout de A à Z, du coulage de la matière première jusqu'à l'assemblage. Donc déjà, il y a une grande variabilité dans les processus de fabrication. Il y a une grande personnalisation du composant, donc ça implique d'avoir beaucoup de diversité dans les types de lignes de production. C'est très rare d'avoir 2 lignes de production qui font exactement la même chose à SEW. Et du coup, ça fait qu'on a une absence de connaissances expertes en fait, sur la dégradation de nos processus. On ne connaît pas les modes de dégradation de nos composants et on ne connaît pas les relations entre la dégradation des composants et la dégradation du processus. Donc si on voulait faire de la maintenance prévisionnelle axée composants sur ce genre de cellules de production, en fait, ce n'est pas possible parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et ce serait beaucoup trop complexe. Donc c'est pour ça que moi, j'ai eu un sujet de thèse de doctorat et mon objectif, en fait, c'est de créer un cadre générique qui permet en fait, de déployer la maintenance prévisionnelle, non pas en regardant les composants, mais la dégradation des processus. Donc quand je parle de processus, c'est assez simple. Dans une ligne de production, vous avez ce qu'on appelle le haut niveau et le bas niveau. Donc le bas niveau, c'est les capteurs et les actionneurs. Et dans le haut niveau, il y a ce que j'appelle les processus. Donc moi, je fais le distinguo entre les processus support. Par exemple, prendre une pièce d'un point A et la bouger à un point B, c'est utile pour la ligne de production, mais ça ne crée pas de valeur ajoutée, ça ne transforme pas le produit. Ce qui transforme le produit, c'est ce que j'appelle moi les processus opérationnels. C'est ce qui va modifier directement la matière première et vous ramener au plus proche du produit fini. Donc moi, sur ma thèse, je vais vraiment analyser ça, les processus opérationnels. Et donc, plutôt que vous faire des grands discours, je vais illustrer ça avec un cas d'usage. Donc là, il y a une machine assez simple qui s'appelle une tarodeuse. Donc cette tarodeuse, elle a pour but de faire des tarots en 4 points en simultané sur un flasque moteur. Sur cette machine, il y avait une problématique, c'est qu'on avait les tarots qui pouvaient casser et il pouvait y avoir aussi des pièces qui étaient bien usinées. Par contre, le tarot était trop usé, donc la vis qui devait rentrer dans le tarot ne rentrait pas parce que le tarot était pas assez profond. Donc on avait une problématique de tarot qui casse et de tarot trop usé pour faire de la bonne qualité. Et ça, on n'avait pas moyen de le détecter.
C'est-à-dire qu'on ne savait que quand on faisait un contrôle qualité fréquentiel que le tarot n'était pas bon, ou quand on se rendait compte qu'en fait, il n'y avait que 3 trous sur 4 qui avaient été taraudés. À ce moment-là, on se rendait compte qu'un tarot était cassé. Et donc l'idée, c'est de faire de la maintenance prévisionnelle sur le processus de taraudage en lui-même. Donc là, je ne veux pas connaître l'état de santé du variateur de vitesse ou des axes, je veux connaître l'état de santé du processus de taraudage. Est-ce que ma pièce a bien été taraudée? Donc on a fait quelques analyses et on a déterminé que pour faire cette maintenance prévisionnelle sur ce processus, il fallait en fait analyser le courant. Donc la variable représentative que je vais suivre pour quantifier si ce processus est bon ou mauvais, ce sera par le courant. Donc là, on imagine que j'ai reçu une taraudeuse, elle est neuve. La première chose que je vais faire, c'est collecter des données. Donc là, vous avez illustré ici l'allure du courant pour un cycle de taraudage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, là, je vais surveiller l'allure des cycles de taraudage. Donc voilà, donc, ça veut dire qu'au début d'un cycle de taraudage, je commence à mesurer le courant. À la fin du cycle de taraudage, j'arrête de le mesurer, je génère un fichier et je l'envoie vers une base de données. Moi, j'ai laissé ce système de surveillance tourner pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'ai eu assez de données pour entraîner un premier modèle d'intelligence artificielle qui s'appelle le Novelty Detection. Donc le Novelty Detection, lui, c'est très simple. On lui montre des données et il apprend à reconnaître tout ce qui ne ressemble pas à ces données. Donc moi, j'avais une machine neuve, je ne connaissais absolument pas ses modes de fonctionnement normaux et anormaux. Donc j'ai juste mesuré ces données pendant 2 semaines de fonctionnement où elles faisaient que de la bonne qualité. Et avec ces données, j'ai entraîné ce modèle de Novelty Detection. Donc à partir de 2 semaines, là, ce modèle, une fois qu'il est en production, il peut faire 2 choses. Premier cas d'usage, il reconnaît les données, ça veut dire que ça ressemble aux données conformes, ça veut dire que le taraudage il est bon. Pardon. Deuxième cas, il ne reconnaît pas les données, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, donc c'est potentiellement un cycle mauvais. Donc ça, pour le moment, on n'en fait rien, on le stocke juste dans une base de données. Donc moi, j'ai laissé tourner ce Novelty Detection pendant 1 mois, disons, en entreprise, et j'ai fini avec une base de données qui comprenait plusieurs dizaines de milliers de cycles de taraudage. Donc vous vous doutez bien qu'analyser ça à la main, ça va être compliqué. Donc j'ai utilisé un autre outil d'intelligence artificielle qui s'appelle le clustering. Donc le clustering, il a pris toutes ces données et il les a regroupées par famille de ressemblances. Donc lui, il m'a juste pris des données qui se ressemblent, il les a mis ensemble dans un dossier, et il a fait ça voilà, pour 3-4 profils qu'il a détectés. Donc pour l'exemple, j'ai simplifié, il y avait 3 clusters, il a reconnu 3 clusters différents. Voilà. Donc le vert, le jaune et le rouge. Une fois que j'avais ces clusters de données, bah, ça me dit juste que j'ai des données qui se ressemblent. Et elles sont regroupées ensemble. Mais ça ne m'aide pas pour faire de la maintenance prévisionnelle. Et c'est là que, du coup, il y a l'humain qui va rentrer en compte. Donc là, il y a ces clusters, quelque part, et il y a l'expert en fait, du processus qui va venir, qui va regarder l'allure en fait, des données dans ces différents clusters, et il va recouper la date des cycles de taraudage avec la GMAO, les défauts qualité et les défaillances qu'il y a eu sur la machine. Donc si par exemple il y a eu un défaut qualité le 12 juin, il va pouvoir regarder les données du 12 juin, dans quel cluster ils sont, et pouvoir dire « Ok, pour moi ce cluster-là, c'est des données qui correspondent à des tarots trop usés ». Et en fait, il va faire ça l'expert pour chaque cluster de données, et il va donc pouvoir mettre ce qu'on appelle une étiquette sur chaque cluster de données. Donc là, j'ai mis une étiquette sur chacun de mes clusters de données. Donc pour l'exemple, j'ai simplifié. Le cluster vert, ça correspondait à des cycles de tarots bien exécutés, où les tarots sont OK. Donc c'est des données conformes. Le cycle jaune, c'était des modèles où le tarot était usé. Ça veut dire que physiquement, visuellement, il y avait toujours des tarots. Par contre, la qualité du processus était mauvaise. Donc là, c'est un cycle dégradé où la qualité n'est pas au rendez-vous. Et enfin, il y a un troisième cluster qu'on a étiqueté tarot cassé. Donc là, c'était un cluster qui correspondait à des données où le tarot en fait, avait cassé pendant l'usinage. Donc l'expert vient donner une étiquette à ces différents clusters et on vient entraîner ce qui s'appelle des modèles de classification. Donc là, j'aurai un nouvel agent d'intelligence artificielle qui sera capable de me dire, avec un haut taux de confiance, dès qu'il reçoit des nouvelles données, est-ce que c'est des données conformes, usées ou cassées. Une fois que j'ai ça, je réintègre ces modèles en exploitation et j'ai un système qui ressemble à ça. Donc ma taraudeuse, elle a fini un cycle, elle envoie les données à mon système. Le Novelty Detection, il regarde s'il reconnaît ou pas les données. Donc s'il les reconnaît, c'est que tout va bien, on ne fait rien. S'il ne les reconnaît pas, il va les envoyer à ses agents experts capables de déterminer si le tarot est cassé, usé ou conforme. Donc là, 2 cas de figure. Premier cas de figure, aucun des classificateurs le reconnaît. Ça veut dire que c'est une donnée qu'on n'a jamais vue, donc on va la restocker dans une base de données. Ou alors, au contraire, un des classificateurs reconnaît la donnée. Donc là, on va pouvoir poser un diagnostic et dire à l'opérateur si le cycle de taraudage qui a eu lieu, il était bon,
mauvais en termes de qualité ou si le tarot était cassé. Et l'opérateur, il va pouvoir réagir en temps réel en conséquence. Si les tarots sont usés, il met en pause la cellule, il change les tarots. Et si les tarots ils sont cassés, il met en pause la cellule et il va changer les tarots. Et si tout va bien, évidemment, il ne fait rien. Voilà. Et là, l'idée, c'est que ce système, c'était du temps réel. Donc à l'instant T, je peux vous dire si le tarot il est bon ou mauvais. Du coup, on n'est toujours pas dans la maintenance prévisionnelle. Là, il faut une action dite d'anticipation. Et là, l'IA va me servir une nouvelle fois. Donc là, vous avez l'allure de ce à quoi ressemblent 6 ou 7 cycles de taraudage mis bout à bout. Donc les 7 derniers cycles de taraudage, par exemple, je vais les envoyer à un nouvel algorithme qui s'appelle de prévision. C'est un algorithme que moi j'ai utilisé qui était basé sur des réseaux de neurones. Et en fait, il est capable, à partir des données historiques, de faire une proposition pour les données à venir. Donc là, les courbes que vous avez en jaune, c'est l'anticipation prévue par le modèle d'IA prévisionnel pour les 7 prochains cycles de taraudage. Donc c'est les cycles de taraudage qui n'ont toujours pas eu lieu. Et donc en fait, cette série temporelle, je vais juste la redonner à manger au système que je vous ai présenté juste avant. Donc ces données-là, elles vont passer par novelty détection, par l'étape de classification, et je serai capable de dire pour chacun des cycles individuellement, est-ce qu'on pense que le prochain cycle N, il est conforme, usé ou cassé? Et en faisant ça, moi je serais capable de dire peut-être, ok, dans 5 cycles, j'ai potentiellement une défaillance de qualité, et là je vais pouvoir mener des actions. Appeler l'opérateur pour qu'il fasse un contrôle de qualité fréquentielle, ou qu'il aille directement changer les tarots en fonction de ce qui est plus avantageux économiquement. Donc si je synthétise mon système, ça ressemble à peu près à ça, et à des données d'entrée, du novelty detection, du classificateur, et on envoie un message à l'opérateur selon le contexte. Dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle les modes de fonctionnement automatique et manuel. Donc là, ce système, il est vraiment pour les modes de fonctionnement automatique, où la taraudeuse, elle est autonome, elle fait des pièces à la chaîne. Et en fait, mon système, moi, en général, on le désactive quand on est en manuel, parce que grosso modo, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui fait des tests, et on ne va pas s'amuser à envoyer des alarmes si c'est juste quelqu'un qui est en train de tester les tarots. Voilà. Et pour la place de l'intelligence artificielle dite prévisionnelle dans la maintenance prévisionnelle, ça m'a servi de faire plus de dérives en temps réel, diagnostiquer les dérives en temps réel, apprendre de nouveaux profils. Là, nous a permis en fait d'avoir de la connaissance avec le stockage des données non connues, une étape de clustering, et on a pu et de nouveaux profils de données conformes. À tel point que maintenant, je suis capable de dire il a mis le bon outil ou le mauvais. Parce qu'un jour, un opérateur, il avait mis les mauvais tarots, mon système il a détecté une dérive, là il y a une dérive, et on s'est rendu compte qu'au lieu de mettre des tarots M, donc là je suis capable de mettre un garde-fou qui est capable pour telle pièce, et le bon ou pas. Et du coup, in fine, ça nous a permis d'anticiper les... Donc voici la place dans la maintenance prévisionnelle. Donc, je m'en suis servi dans les phases de surveillance, de diagnostic. Et moi, sur d'autres travaux personnels, de l'IA générative, sur la phase de diagnostic, en fait, de la maintenance prévisionnelle. Donc là, l'idée, elle est toute bête. Hein. Vous avez des bases de données, vous avez des documentations techniques, l'IA générative. Donc l'idée, c'est de créer un chatbot expert pour chaque machine, l'IA générative et les données disponibles dans l'entreprise. Donc là, j'avais fait une démonstration pour un autre salon. Grosso modo, j'ai fait un LLM local. C'est un modèle d'IA générative, hein, c'est local, qui lui, en fait, était entraîné uniquement de ma GMAO, de la documentation et de mon historique de maintenance. Donc là, j'ai posé certaines questions à mon agent expert. J'avais eu un problème sur une machine, je lui ai demandé quel problème il correspond à quoi, et lui m'a répondu en fait en explorant en fait des défauts. Donc il m'a dit ok, sur telle machine il y a eu tel défaut, ton code de répond à telle erreur. Après je peux régler ce problème. Il m'a dit en fonction de la doc comment je peux faire pour régler mon problème, quelles sont les étapes, quelles sont les démarches pour faire mieux l'action de maintenance. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était aussi une relation. Donc, formé à la machine, il a un code d'erreur, il peut aller demander au chatbot de le guider sur la démarche à suivre. Et le chatbot pour que lui prenne une décision. Donc, je ne vais pas vous mettre toute la vidéo sur mon discours. Voilà. Donc là, l'IA générative, moi, je l'ai intégré
Donc l'aide à la décision, elle va être très utile pour faire des choix sur l'action de maintenance à mener et sur comment chose. Conclusion. Donc si je fais l'IA dans la maintenance, elle m'a servi là. Donc détecter des dérives, classifier les processus, traiter des masses de données automatiquement, projeter des données dans le futur pour faire ce qu'on appelle anticiper les pannes, proposer des actions de maintenance via l'IA générative en fait. Voilà. Donc ça c'est l'IA que j'utilise dans la démarche de maintenance. Donc vous voyez que voilà, sur 4 étapes sur 7, j'en utilise. Si elle vise plus loin, on pourra en utiliser à l'acquisition des données et à la présentation, mais là il faut se poser les questions. Est-ce que la réponse elle est non. Il faut réfléchir, elle vaut le coup, ou est-ce que des systèmes un peu plus classiques, là typiquement dans mon cas d'usage, voilà, l'infrastructure en place, on avait les bases de données, on avait pour le traitement pareil, on n'avait pas besoin de mettre de l'IA là-dedans. Voilà. Et donc le thème de la RSE dans tout ça, donc d'après la RSE, donc environnement, social et mon cas d'usage, il a permis de faire plusieurs choses. Diminuer les déchets industriels, les non-défaillances, plus de rebut, en faisant plus de rebut, moins de déchets, on a moins d'usure du tareau, souvent les tarots, et ça, dans l'axe environnemental de la RSE, c'est plutôt intéressant. Pareil pour les ressources naturelles et la réduction, parce que sur le cas d'usage, on est en fait à faire des séries de 50 pièces. Ça veut dire que ces 50 pièces-là, prendre et les recycler. C'est de la logistique, les emmener de la ligne de production jusqu'au centre de fonderie, on devait les refondre, on devait les ramener de nouveau à l'injection pour les réinjecter en flasque, ces flasques à la cellule de. C'est-à-dire qu'un simple pour un tarot, ça peut engendrer des coûts énormes. La fonderie, la facture est en millions d'euros. Donc, de faire 50 rebuts et répéter ça, on peut économiser des dizaines de milliers d'euros selon l'industrie. Et du point de vue, ça a permis certaines choses. La maintenance prévisionnelle, la personne qui était sur la cellule, elle avait moins soucié de est-ce que le tarot il va casser, est-ce que je fais de la non-qualité, parce que le système il est capable de le détecter à sa place. Donc ça a augmenté sa qualité des lieux de travail. Ça lui a aussi permis de monter en compétences, parce qu'on lui a mis un outil technologique assez innovant. Et lui, il s'est senti valorisé parce qu'on lui a laissé être partie prenante du projet et faire des feedbacks pour améliorer son outil de travail au final. Et il y a aussi un aspect sécurité de la maintenance prévisionnelle, donc pas forcément sur une taraudose, mais sur des systèmes un peu plus complexes et dangereux. En anticipant certaines pannes, on pourrait anticiper certaines interventions à risque où le technicien de maintenance en fait est en danger. Du point de vue économique, mon cas d'usage il permet d'économiser un peu d'argent. Donc là on parle de tarot, c'est pas des dizaines de milliers d'euros. Mais voilà, en optimisant la durée de vie des tarots, si on réplique ça sur une centaine de machines, on peut avoir un gain économique assez intéressant. En faisant ça, on maximise en fait le temps de disponibilité de la machine. Moins d'arrêt égale plus de production de pièces conformes et donc égale plus d'argent. Ça c'est super. Et aussi on peut avoir du coup un retour sur investissement du design et du déploiement de cette solution. Mais il faut faire attention à ça. C'est pas parce qu'on peut faire de la maintenance prévisionnelle qu'il faut en faire. Là pour mon cas d'usage par exemple, c'était pour montrer mes travaux de thèse, mais c'est pas dit que c'était économiquement rentable. 3 ans de développement de ma thèse pour économiser 500 € par mois, économiquement, vous n'êtes pas rentable. Par contre, ça appliqué sur des cellules de production plus grandes, où je pourrais faire économiser 10, 15 ou 20 000 € par mois, c'est à partir de là qu'on devient rentable. Donc c'est un aspect à prendre en compte dans la maintenance prévisionnelle, l'aspect économique. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Il faut d'abord faire une analyse de coût. Est-ce que le bénéfice, il est là, ou est-ce que là, je fais juste de la démonstration technologique pour montrer que je sais le faire. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci Julien, je sais que tu as un impératif puisque tu as cours et merci d'être quand même venu. Et moi je voudrais te féliciter, je l'ai déjà fait, mais je te refélicite pour ta pédagogie. Je pense que les étudiants ont dû apprécier aussi. C'était pas du tout abscon, on a compris, enfin je pense avoir compris ce que tu racontais. Et donc bravo pour ça, c'est vraiment très très bien.
Des questions? Ah oui, je sais que c'est pas la bonne période, hein, mais tout le monde. Ah bien. Merci, hein, c'était vraiment impressionnant, de clarté et de pédagogie. Vraiment. On a presque l'impression d'avoir tout compris, mais c'est pas tout à fait sûr. Le côté multifactoriel, hein, de ton modèle, il est monofactoriel, donc du coup tu prends l'intensité et tout ton algorithme est basé là-dessus, en termes de collecte et en termes de développement algorithmique. Donc avant d'arriver à ça, tu as dû analyser plein d'autres mesures ou capteurs ou non? Ou est-ce que c'était que ça possible parce que c'est disponible très facilement, quoi. Consommation électrique d'un moteur, je pense, c'est ça? C'est ça. Alors pour ce cas d'usage spécifique, je l'ai montré parce qu'il est assez simple justement. Là, c'est un axe qui est piloté par un variateur de vitesse. SEW, on fait des variateurs et des moteurs électriques. Oui. Donc on savait très bien que c'était cette donnée-là qu'il fallait analyser. Par contre, si on a un système plus complexe avec plusieurs données d'entrée qui seraient corrélées entre elles, exemple tension, vibration, voilà, courant, etc., etc., là, il faudrait dans un premier temps collecter les données si on n'a pas de connaissances expertes et faire des analyses de corrélation. Donc il y a des outils mathématiques pour ça, analyse de Pearson, Spearman, autocorrélation fonction, ou alors il y a des modèles d'IA qui explorent les données à votre place et en fonction de données cibles, vous disent OK, ces X variables d'entrée ont un impact sur la sortie et les X variables là n'en ont pas. Donc vous pouvez vous concentrer sur ces trois variables là. Ça nécessiterait une reprise complète de tout ce que tu as développé de façon algorithmique. Du coup, dans la méthodologie, non. Par contre, il faut bien choisir son algorithme. Okay, là, c'était quelque chose de simple. Donc le novelty detection, on a pris un LSTM. Peut-être qu'avec plus de données d'entrée et des contraintes temporelles beaucoup plus fortes, il faudrait prendre... Tu as essayé d'avoir plusieurs données d'entrée qui ont été plus discriminants sur la détection. C'est ça. Tu as essayé ça avant de te concentrer que sur le... Oui, ça a été testé. J'ai testé ça sur des datasets publics aussi. Donc en gros, la méthodologie, elle ne change pas. C'est juste que, bon, je n'ai pas tout montré là du coup, mais dans ma thèse, il y a un guide pour choisir le bon algorithme en fonction des données d'entrée qu'on a. Donc là, il faudrait juste suivre ce guide, choisir le bon algorithme et les mettre au bon endroit. Donc il y a un guide pour le novelty, un guide pour la classification. Voilà. Et juste une donnée aussi, tu parles de cas d'usure et de cas de casse. Oui. La casse ne vient pas après l'usure? Pas forcément, non. Si la pièce est mal placée en fait, sur son socle de quelques millimètres, le tarot peut en fait juste légèrement se courber et casser. Tu es capable de détecter une condition de casse avant de détecter une condition d'usure? Oui, dans ton algorithme? Ouais. Waouh. Parce que c'est contre-intuitif, on est d'accord, hein? C'est contre-intuitif, ouais, mais du point de vue des données, c'est deux profils bien distincts. D'accord, ok. Donc moi, je suis capable de dire ça, c'est une usure, ça, c'est une casse. Ok. Je crois que c'est tout. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question un peu pratico-pratique. Vous avez évoqué le fait qu'on pouvait interroger une IA par rapport, en liaison avec un logiciel de GMAO. Comment ça se passe par rapport à la base de données? Parce qu'une GMAO peut avoir une centaine de tables dans la base de données. Est-ce que l'IA est capable elle-même de chercher toute seule sans aucune aide, ou est-ce qu'il faut faire une sorte de mapping, lui dire les interventions se trouvent ici, les pièces de stock sont ici, ou est-ce qu'il faut lui préparer par exemple des requêtes SQL? Alors ça, c'est propre à votre système en place. En fait, bon, en général, l'industrie, on ne veut pas utiliser de solution cloud. Donc là, on imagine que vous entraînez votre LLM en local chez vous. Donc vous aurez une première application informatique qui est ce LLM. Et cet LLM, il va pouvoir communiquer avec votre GMAO via les API. Donc en fonction de la GMAO que vous avez, soit vous pouvez attaquer directement les bonnes bases de données avec, je sais pas moi, une table de correspondance qui vous dit telle machine, c'est telle table, etc. Soit vous avez une GMAO déjà splittée où on envoie juste une requête et on sait que c'est telle machine, etc. Ça dépend vraiment de votre architecture chez vous. Mais l'idée, c'est ça, c'est faire communiquer des API. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment développer son LLM et s'il faut, faire une passerelle entre votre LLM et votre GMAO. Alors, c'est joli, mais je vais peut-être un petit peu mettre un petit pavé dans la mare. Tout ça, c'est très bien, à condition que la GMAO soit correctement alimentée. Parce que s'il n'y a que 60% de RAS... Exactement. C'est une grosse problématique, c'est des données, parce qu'effectivement, la GMAO, c'est des données gérées par l'homme. Donc, Karim l'a dit, si l'intervention, c'est réglé, votre LLM, il va se dire RAS. Il faut bien prendre le temps de... C'est aussi... Ils se sont trahis sourire, hein, ça rappelle le vécu. Hein. Oui, parce que c'est formidable, par contre l'humain il est garant de tout. La donnée, nous, dans les GMAO, on fait des mauvais rapports d'intervention, notre avis va être mauvais, ça c'est sûr et certain. Donc là, il
les parties prenantes documentent bien les choses, évidemment. Le chatbot expert sera des techniciens qui l'alimentent. Hein. D'autres questions? J'ai juste une question au modèle de prévision. Ils prennent sur des données conformes, mais après, quand il fait la prévoit les deux ou il prévoit juste une forme, comment ça se fait sur le long terme? Le modèle prévision n'est pas la notion de conforme. C'est vraiment un autre type d'approche où là, on a un historique de données avec une dégradation des courbes et lui, il va essayer de capter cette dégradation. Le cycle qu'on a, on va poser les derniers cycles au modèle qui lui connaît cette dégradation et faire une anticipation. Et ces cycles-là, on sait s'ils sont conformes ou non conformes. Ça génère l'anticipation de la dégradation du processus dans le futur. Pour elle, et moi, je la reprends mon premier système qui est capable de faire la différence entre mauvais ou usé. C'est un système complémentaire. La pronostic et le pronostic détaché, mais qui est Merci, c'est un super là où l'IA est effectivement utile quand on a des processus qui se répètent et quand on peut aller à l'échec aussi sur ces processus. Et je rebondirai sur ce que disait Karim tout à l'heure. Attention aux autres systèmes où on a très peu d'échecs et donc une base de données d'échecs qui n'est pas connue. Typiquement, ces boîtiers magiques qu'on voyait arriver avant les années 2000 sur on va t'analyser le moteur, vibration, température et hop, magiquement avec de l'IA, on va pouvoir dire ce qui va se passer sur le moteur. C'est pas aussi trivial. Et la deuxième remarque, tu as montré l'importance de mettre de l'humain et de mettre de l'intelligence dedans. Moi, j'ai souvenir de modèles IA qui ont été éduqués chez des gens qui cuisent de la terre pour comprendre quels étaient les facteurs qui impactaient sur la consommation de gaz. Et ils ont fait tourner des modèles d'IA pour arriver à un truc extraordinaire qui était que plus la terre est mouillée, plus il faut de gaz pour la sécher. Donc là aussi, on a beaucoup de pertinence à mettre dedans si on veut en sortir des choses pertinentes. En fait, il y a la vraie règle de shit in, shit out, quoi, en fait. C'est fondamental. Et là, on a un très bel exemple de là où c'est utile et là où il faut l'utiliser. Merci. Alors, je ne fais pas d'anglicisme, hein, je dis merde in, merde out. Hein. C'est un complément entre les deux. Alors oui, effectivement, je crois que c'est Google Photos qui avait entraîné donc son IA à reconnaître un certain nombre d'images. Et à un moment, il y avait une femme sur un cheval et l'IA a dit dromadaire. Bon. Ou chameau, pardon. Chameau. Je devrais dire chameau, pas dromadaire. C'est très bien d'avoir mis l'aspect économique aussi, c'est-à-dire on ne fait pas... De toute façon, c'était valable déjà, alors j'allais dire dans le temps, mais je peux me permettre, hein, vu mes cheveux blancs. Dans le temps, on disait on ne fait pas de maintenance préventive à tout prix. Et bien là, c'est pareil. Hein. On ne va pas le faire à tout prix. Par contre, c'est quand même intéressant. Et ma question, c'est par rapport à l'IA générative en maintenance. C'est vraiment très, très intéressant. La question qu'on peut se poser, c'est le patrimoine des connaissances. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que plus personne ne sache faire? On va dire, ben, va voir l'IA. Ça, c'est un risque à prendre en compte, effectivement. Parce que si on se repose que sur l'outil, on finit par plus évoluer. Donc l'IA, comme je le dis souvent, c'est un outil et il faut bien l'utiliser. Donc là, ce sera à la discrétion de chacun de comprendre que c'est un outil pour m'aider. Je ne vais pas me reposer que sur lui. C'est un outil, il peut se tromper. Si la base de données, comme on l'a dit, de la GMAO, etc., elle est mal alimentée, votre agent expert, il peut vous dire des sottises. Cet agent expert, il peut aussi lire une documentation technique et mal l'interpréter, c'est pas exclu, et vous dire de changer, faire une modification électrique sur des phases. Là, c'est aussi au bon sens du technicien de vérifier que ce qu'on lui dit est la vérité. Là, c'est juste pour vous faire gagner du temps et explorer les docs techniques à votre place, par exemple. Par contre, ça ne vous enlève pas toute la responsabilité qu'il y a derrière, qui est de vérifier que ce qu'on vous dit est vrai. Si vous demandez une information à un collègue, si vous n'avez pas totalement confiance en lui, en général, vous revérifiez quand même. Bah là, c'est pareil. Oui, exactement, c'est ça. Ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. Il ne faut jamais l'oublier. Ce ne sont pas des systèmes de diagnostic. Exactement. Ce sont des systèmes d'aide au diagnostic. C'est comme les conduites semi-autonomes dans les voitures. Ce sont des systèmes d'assistance. C'est pour ça qu'on demande de remettre la main. C'est des systèmes d'assistance, donc d'aide à quelque chose.
sur le côté humain, du coup, parce qu'on parle de ça. Qui faisait le contrôle des tarots avant? Le contrôle des tarots, en fait... Qui le fait maintenant, d'ailleurs, parce que c'est pas en place. Alors, c'était un planning de maintenance systématique. Ils avaient convenu que toutes les 2 semaines, il fallait les changer, qu'importe l'état. Okay. Et en fait, le contrôle qualité des tarots, il n'y en avait pas. Ils contrôlaient la qualité des pièces. Donc, il y avait un contrôle fréquentiel de la pièce, une fois par équipe. Et ça une fois toutes les 2-3 heures, il y avait un contrôle de la qualité d'une pièce. Si cette pièce était de bonne qualité, on laissait retourner une demi-équipe, etc. etc. Et comment ça a été perçu, du coup, tout ce travail-là qui pouvait quand même impacter une organisation, voire même des postes? Ouais, au niveau de la résilience au changement, alors c'était pas tant dans l'utilisation de l'outil, eux ils sont contents de savoir qu'ils n'ont pas à faire un contrôle fréquentiel. Donc de ce côté-là, cet aspect-là, ça les a aidés. Par contre, l'aspect collecte des données, c'est là où il y a le plus de résistance. Parce que moi, pour entraîner mes modèles, il fallait que je sache matcher des données avec un état de sortie. Donc moi, il fallait que je sache si cette série temporelle du lundi, est-ce qu'on a fait des données conformes. Il fallait aussi que je récupère les événements indésirables. Donc quand est-ce que le tarot il a cassé, ou quand est-ce que justement on a eu la non-qualité qu'il fallait changer. Ceci dit, on était déjà dans une industrie très automatisée avec plein de robots, des cellules complètement où la présence humaine était déjà pas là. Hein. Ouais, mais justement, pour ce cas-là, tout était fait à la main, sur une feuille, et cette feuille, elle finissait dans un tiroir. C'est-à-dire que moi, toutes ces données-là, j'ai dû surinstrumenter ma cellule pour qu'ils doivent appuyer sur une interface graphique pour me faire un feedback sur ces événements. Et en fait, ça a posé un problème à la résilience au changement, parce que ça a changé leurs habitudes. Eux, ils faisaient une feuille A4 en fin d'équipe, mais là, ils devaient à chaque événement appuyer sur une interface graphique, etc. Et ça a pris vraiment plusieurs mois à se mettre en place. Et ils l'ont pas perçu comme une sorte d'intégration de leur savoir-faire et de leur connaissance dans un processus qui caractérisait, identifiait clairement ce qui eux-mêmes avaient déjà aussi l'habitude d'identifier par eux-mêmes d'ailleurs, hein, certainement. Ouais. Non, pour ce cas d'usage spécifique, non. Ah d'accord, ok. Oui, alors là, c'est que ça veut dire que tu as fait un très bon travail de communication. Parce qu'effectivement, si c'est mon expertise et qu'on vient de me dire qu'il y a une IA ou je ne sais pas quoi qui va le faire à ma place, il faut que tu sois convaincant pour que je l'accepte. Hein. Oui. Ça me semble évident. Mais c'est des relations humaines. Hein. Plus de questions ?